Future Qualité est un balado destiné aux professionnels d'assurance qualité et en TI. Nous sommes une communauté d'assurance qualité qui explore les dernières et les meilleures approches pour vous aider en toute agilité. Bonjour à vous tous et bienvenue dans notre podcast Assurance Qualité. Donc, je suis Michèle Quintal, lead de la pratique Assurance Qualité chez Alitia et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée de Samia Salikacher, une coach de la pratique Assurance Qualité aussi d'Alitia. Elle est passionnée par deux grands sujets, l'agilité et l'assurance qualité. Aujourd'hui, on jase autour d'un phénomène qu'on constate régulièrement dans nos interventions auprès de nos collègues et nos clients, soit l'essoufflement des QA à la fin de chaque sprint. Personnellement, j'ai l'impression que ce phénomène est pas mal similaire à la réalité des coureurs de longue distance. S'ils ne se préparent pas adéquatement en amont ou n'apprennent pas à s'ajuster tout au long de leur parcours, ils n'atteignent pas le fil d'arrivée ou encore ils y parviennent, mais à quel prix? Toi, Samia, tu penses-tu que ce parallèle-là fasse du sens ou je suis complètement dans le champ? Écoute, Michel, je trouve vraiment cette phrase vraiment à sa place parce que je te rejoins tout à fait. Moi aussi, je constate beaucoup ce syndrome, je te dirais, vraiment d'essoufflement à la fin du sprint du QA et qui n'y arrive pas et qui a toujours besoin de plus pour pouvoir finir son travail et avoir confiance pour dire, OK, go, on a fini le sprint et ça va bien. Puis écoute, je pense qu'il y a plusieurs axes à regarder là-dessus. Et honnêtement, moi, je me dis que je pense que peut-être qu'on en fait trop. Les QA ont tendance à vouloir en faire trop. Donc moi, c'est ça ce que je me disais en fait. Est-ce que on veut comme avoir de l'over-qualité et le parfait pour pouvoir dire, OK, ça répond aux besoins, ou on veut aussi tout automatiser et ne rien garder en manuel pour dire que OK, c'est parfait. En fait, c'est comme si le QA se crée un univers tout seul à lui, OK? Il porte toute la qualité sur ses épaules et il se sent l'unique imputable de ça, ou responsable. Donc, J'ai souvent remarqué ça aussi, Samia. Ce que tu énonces là m'interpelle tellement d'exemples. Je vois des visages, je vois des projets, je vois des expériences où c'est un peu peut-être aussi très accroché à la personnalité des QA qui sont des gens très perfectionnistes qui veulent pas de faille. Donc cette surqualité-là que tu nommes, je pense qu'il faut apprendre à le moduler peut-être plus. En tout cas, moi, c'est un défi que j'énonce souvent. Est-ce que tu as vérifié auprès de ton client? Quelles sont les attentes de ton client? Tu sais, pour avoir un objectif réalisable. Parce que quand on se met des objectifs qui sont non atteignables, on se met une pression pas possible et je pense qu'on se ferme à ce moment-là. C'est peut-être ça. exactement, exact. Puisque je pense, Michel, je pense que l'agilité quand même a eu un réel impact là-dessus, hein. Mhm. Il faut pas oublier qu'avant, peut-être ça fonctionnait d'être dans ce mode parce qu'on recevait tout à la fin. Et c'était comme, je dirais, assez près et les morceaux étaient déjà collés, fait qu'on pouvait se le permettre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a rajoute de la complexité. C'est que, fait qu'on reçoit déjà des petits bouts, hein, puis on ne sait pas forcément comment est-ce que le PO a découpé son produit, les morceaux doivent arriver dans quel ordre. Fait qu'on a tendance à vouloir tout couvrir tout le temps et puis à vouloir sortir d'une portée, en fait, de la portée de la user story, par exemple, pour être confiant. Écoute, c'est ça, je peux pas m'empêcher de voir cette transition-là que tu apportes, là. Le volet de l'agilité, qu'est-ce qu'il a apporté? Puis tu sais, tu l'as nommé avant, l'assurance qualité, on n'appelait pas ça de l'assurance qualité, on appelait ça du contrôle qualité. Tout à fait. Et ce fameux contrôle qualité-là, le contrôle, il prenait des angles et des personnalités très, très particulières où on voulait être en contrôle. On contrôlait aussi à la fin, est-ce que c'est les bonnes choses qui ont été faites vraiment? Jamais en discussion, jamais en ouverture. C'était vraiment... Et je pense que ceux qui restent dans une position dans cette mentalité-là, ou du moins qui sont en transition, doivent vraiment travailler sur le fait, des fois, ce sont eux-mêmes qui sont les bloqueurs. Hein? Dans le fond, c'est pas facile d'admettre que c'est peut-être nous qui sommes le bloqueur pour que ça avance, tu sais. Et je pense que Michel, enfin, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par prendre conscience et peut-être Exact. comprendre.
justement, comment est-ce que grâce à l'agilité, est-ce que notre travail peut être mieux valorisé? On peut enfin pouvoir faire la vraie assurance qualité. Ce que je veux dire Exact. par là, justement, les développeurs qui reçoivent maintenant, tu sais, grâce à l'agilité, aussi, une Scrum Master qui va venir dire, hey, on veut de la qualité en partant. On veut du built-in quality. Les développeurs, vous êtes aussi responsables de la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les développeurs aussi doivent apprendre à mieux écrire les tests unitaires. Par contre, dans cet apprentissage, je pense que le QA peut déjà aider, en fait, sans vouloir forcément tout faire par lui-même. Il peut tout simplement, justement, accompagner tous les acteurs de son équipe pour avoir cette qualité dans lui-même. Il s'attend sans forcément Oui, porter toutes les activités. En ayant la visibilité sur les tests unitaires qui sont faits, par exemple, ou en aidant le développeur à bâtir les bons tests unitaires, fait qu'il a de la visibilité, fait qu'il sait, OK, je m'en occupe plus. En se servant des expertises qui sont dans une équipe comme les spécialistes UX, le product owner qui maîtrise la business, juste en déléguant la partie test exploratoire manuel. Regarde, tiens, moi j'ai vu, mais peux-tu regarder toi aussi avec ton angle test, utilise l'application, puis regarde s'il y a des choses que moi j'ai pas regardées. En ayant pris conscience de ça, fait que normalement on réalise que, ouf, en fait, je peux enfin mieux faire mon travail. Au contraire, il y a d'autres personnes qui embarquent là-dedans maintenant de l'équipe. Je ne suis plus le seul à juste m'occuper de ça. exact. C'est vraiment ça, moi, que je retiens de ce que tu dis, c'est ne plus être seul à porter tout cette charge. Dans le fond, c'est quand même, c'est important pour tout le monde, puis on le sait, en agilité, tout le monde veut livrer de la qualité. Puis si on se parle pas, si on travaille pas ensemble, ça devient presque impossible de l'atteindre. Ou sinon, ben, tout le monde essaie de l'atteindre chacun dans son coin. Puis là encore là, on va tomber en surqualité parce que il y a des choses qui vont être testées en double, en triple, en quadruple, puis il va y avoir des gros trous noirs ici et là parce qu'on se parle pas. Effectivement. Tout à fait. Et puis aussi, l'un des points que j'ai remarqué, et souvent l'une des activités que moi je trouve qu'on se génère et qui a moins de valeur, justement, c'est par le fait de vouloir justement tout automatiser, par exemple, Mhm. sur tous les niveaux, en ayant un code qui n'est pas encore très stable, par exemple. Tu sais, un Ouais. exemple que je peux te donner, c'est de vouloir automatiser un end-to-end quand toutes les fonctionnalités sont pas bien collées ensemble, par exemple. Fait que ce qu'on Mm. risque de faire, c'est qu'à la fin du sprint, on va mettre du temps là-dessus pour investiguer, pour comprendre pourquoi ça marche plus, il faut corriger, alors que tout simplement, on peut juste prendre pour acquis que, OK, ce n'est pas prêt, hein, se définir des critères ready, excuse mon Ouais. anglicisme, puis de se dire, OK, d'accepter, c'est pas encore prêt. Pendant ce temps-là, je vais l'explorer, je le ferai manuellement, je documente mon test, puis une fois qu'il y a une bonne couverture au niveau unitaire, intégration, par exemple, tu sais, test API si c'est applicable, fonctionnel, là, je m'attaquerai au end-to-end. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est comme si on ne peut faire confiance qu'à travers le end-to-end Ben, qui est oui, exécuté avec succès, mais on veut avoir ce résultat trop tôt dans le processus. oui, puis l'agilité nous amène à développer ces compétences-là de souplesse. Tu sais, en tant que QA, là, on le sait tout ce qu'il y a à faire. Même si c'est pas fait dans la traque, excusez le terme encore, là, dans le chemin très rigide de l'étape A, ensuite c'est l'étape B, ensuite c'est l'étape C, c'est toujours se poser la question, ah, OK, là, j'ai pas ça. Qu'est-ce que je peux faire qui a de la valeur pour atteindre l'objectif de fin de sprint? Parce que c'est pas juste mon objectif de qualité, c'est mon objectif de fin de sprint. Fait que même si je voulais faire du test end-to-end, comme tu dis, si ça fait pas partie du sprint, ben moi, je suis cavalier seul, là. Je suis pas je fais pas le marathon avec sur une autre piste à côté, puis Tout à ça fait pas de fait, sens. tout à Effectivement. fait. Puis ce qui Mais, arrive aussi, justement, Michel, excuse-moi de t'interrompre, c'est que on oublie aussi beaucoup l'aspect communication. C'est que justement, le QA se retrouve dans ces situations, OK? Au lieu d'avoir le réflexe d'aller se valider, OK, j'ai des doutes, peut-être, OK, j'ai besoin de me faire comprendre par quelqu'un d'autre. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais quelqu'un dans mon équipe pourra me faire réaliser. Et souvent, notre meilleur allié, c'est le PO. On a le Scrum Master aussi, que eux, ils peuvent facilement nous ramener à l'ordre
en nous rappelant la portée, puis c'est quoi le besoin, puis ce qui est attendu, puis aussi le pourquoi. Est-ce que, par exemple, c'est correct dans cette version de ne pas avoir une couverture totale. C'est correct Mhm. d'avoir certains bugs mineurs parce que le besoin est que le client puisse commencer à l'explorer pour vous valider son business case, par exemple. Tout à fait. Fait que c'est correct que ça soit pas performant parce que le besoin, c'est de voir s'il y a des utilisateurs qui vont être intéressés au produit. Tous ces paramètres, c'est sûr que si on communique pas, on rend pas visible ce qu'on essaye de faire, fait qu'en retour, on recevra pas justement d'éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre le contexte et la portée et pour mieux cibler finalement nos activités et ne garder que celles qui ont de la valeur par Oui, rapport et au à ce sprint qu'on moment-là, essaye ouais. d'atteindre. Et à ce moment-là, on va arriver à la revue et on va être plus zen parce que on va l'avoir préparé aussi avec nos collègues. On va avoir su qu'est-ce qu'on... En fait, on va avoir gardé le focus sur l'objectif du sprint et non pas l'objectif juste de la qualité, l'objectif du sprint en tant qu'équipe. Plus cette communication-là va se mettre en branle, plus ça va être le fun de pouvoir expliquer aussi à notre PO, à notre client, de dire, regarde, on avance, on a mis ça en place. Là, maintenant, on a mis ça en place. Maintenant, on a un petit peu de ce type de test-là, un petit peu de ces tests-là. Et donc là, autant les devs, les analystes, en tout cas, tous nos collaborateurs sauront où on s'en va. Nous aussi, ce sera plus clair. Puis on arrivera à la fin du sprint en disant, OK, c'était peut-être pas parfait, mais ce que j'ai fait ce qui avait de la valeur. Et je suis en train de revoir, mais parce que ça demande un travail quand même sur soi, là. Je suis en train de revoir puis d'accepter de délaisser certains réflexes que j'ai tout le temps eu peut-être par le passé. Et plus on le vit, en tout cas moi je l'ai vu dans certaines équipes, plus ils le vivent, plus ils font ah ben oui, je faisais ça, mais en même temps, c'était juste pour mon confort à moi. Ça me rassurait de le faire. Tout à fait. Tu sais, Puis, Michel, l'un des outils, honnêtement, justement, c'est que moi-même, j'ai utilisé puis j'ai expérimenté, comme tu viens de me le dire, pour le réaliser moi-même, que j'en faisais trop. Mais quand même, en voulant garder un peu le contrôle, tu vois, dans cette transition, fait que, OK, j'ai initié les peeling tests, par exemple, dans les environnements de dev avec les développeurs, OK? ouais, Juste pour m'assurer, OK, qu'ils sont capables de bien tester, qu'on a compris la même chose, qu'il n'y a pas de bug majeur. Mais en le faisant, tu sais, en le faisant finalement, j'ai pris confiance. Je comprenais que finalement, oh, regarde, il y a quand même un minimum qui est fait à ce niveau-là. Il y a quand même une bonne compréhension. Bien sûr, sous réserve qu'on communique, hein. C'est-à-dire, en partant là, on a ouais. déjà communiqué sur nos scénarios de test ensemble, on s'est donné de la visibilité. Donc, j'ai lâché prise tranquillement pour aller plutôt focuser ailleurs, supporter les utilisateurs, tu sais, pour faire plus de tests Oui. exploratoires, faire plus d'activités de coaching finalement Ouais. vers la qualité, ne plus être juste celui qui vient exécuter toutes les activités de test dans le sprint. Mais toi, tu en parles de niveau coach. Donc, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais dans les recommandations ou les accompagnements, plutôt, je vais dire tous les accompagnements qu'on fait, moi, je me rends compte aussi que, tu l'as dit, prendre confiance, gagner en confiance dans leurs activités. Puis plus ils vont en faire, plus ils vont se rapprocher de l'équipe. Puis, tu sais, avec l'agilité, on demande à ce que les QA soient inclus dans, dans les plannings, dans les raffinements et tout ça. C'est une chose, mais ça peut être intimidant au départ. Mais en même temps, le QA, c'est souvent celui qui, au final, finit par, de par ses réflexes, mais aussi au final, de par la couverture de test qu'il va faire, d'avoir une grande, grande, grande connaissance. Donc, l'assurance qualité, c'est aussi, dans ces rencontres-là, de prendre une place qui nous revient pour poser des questions. Et moi, j'ai remarqué que les QA qui posent des questions dans ces cérémonies-là, si je peux dire, gagne très rapidement en pertinence parce que où le product owner va dire oh my god, je n'avais pas pensé cela, merci tu y as pensé, les devs de dire ah ouais, on n'avait pas vu ça de même aussi. Ça, c'est de l'assurance qualité aussi. Tout Et à c'est fait. là qu'on devient une équipe. Puis en tant que c'est valorisant parce que on arrive, on trouve en amont les choses, on va se Exact. valider. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est important pour toi, PO? Je suis PO dans une équipe et on me pose la question. C'est important pour toi. Est-ce que je vais jusque-là? Maintenant, on me le demande. Et donc là, c'est facile pour moi de dire oui ou non. Puis si je dis oui, ils font oh, OK, attends une minute, l'effort est beaucoup plus grand.
Si je dis non, ils font « Yes, OK, c'est clair, j'ai pas à faire ça pour la fin du sprint. » Tout à fait, tout à fait. Puis tu l'as dit, Michel, tu sais, moi j'ai vu des PO carrément avoir désigné des QA qui deviennent leurs proxy PO. Parce Tout à que fait. ils réalisent justement qu'à travers, qu'ils aident finalement dans les raffinements à compléter les récits à travers les questions pertinentes qui sont posées, avoir des critères d'acceptation vraiment tangibles, à aider à rendre les récits ready, hein, parce que finalement, on se rencontre, tu sais que les PO, souvent, pour faire un récit invest, là, donc Ouais. indépendant, négociable, valuable, small et testable, ben, les questions que le QA pose, finalement, ils sont toutes pour permettre d'avoir des récits comme ça, et donc ils vont être automatiquement prêts à être développés. Mais les PO le réalisent. Sauf que le point, peut-être que je voulais rajouter, Michel, c'est que souvent les QA, au début, n'osent pas trop. C'est qu'ils pensent Tellement. qu'ils dérangent quand ils posent ces questions-là. C'est comme s'ils préfèrent garder le silence. Écoute, il y a personne dans l'équipe. Tout le monde a l'air de comprendre. Moi, j'ai des questions, mais OK, fait que je vais me rallier. Ça, c'est justement l'une des erreurs, enfin, l'une des erreurs à ne pas faire. Je dis au contraire, l'une des valeurs ajoutées des QA, c'est les questions pertinentes qu'on peut poser pour comprendre le sens des choses, pour bien cibler justement ce qu'on teste, selon ce que les utilisateurs s'attendent à avoir comme produit au final. Ouais. Et donc, Mais je pense tu que c'est vois, ça, l'agilité a amené ça, mais je pense qu'au début, c'était beaucoup intégré par les développeurs. Puis ça devenait, dans plusieurs équipes, trop les rencontres de développeurs. Puis les QA pensaient qu'ils ne pouvaient pas parler. puis effectivement, je pense que c'est à nous, en tant que QA, Oui. d'expliquer mieux notre rôle, notre valeur ajoutée aux acteurs qu'il y a dans l'équipe, que ce soit les Scrum Masters, les Product Owners, parce que, comme je le dis encore une fois, ils vont être des alliés, parce que au début, ils savent pas comment, ils comprennent pas comment est-ce que nous, on peut les aider. Tu sais, on est QA, on est là pour tester, parce que c'est comme ça, Oui. c'est ça Oui. qui est connu du rôle. Mais quand ils voient, moi j'en ai vu en tout cas des cas où, oh, ok, fait que le réflexe, on a besoin de faire une démo au client, par exemple. Ah non, mais le QA, il y a la big picture, fait qu'il pourrait mieux le faire au lieu d'avoir des démos, par exemple, techniques. Tu sais, les réflexes des développeurs où on est dans le technique, pas dans la valeur, Oui. à montrer des logs, à ne pas maîtriser les clics. Fait que, par exemple, on voit que la valeur dans la démonstration, les QA, ils le font mais parfaitement. Tu sais, il y a plein de choses. L'animation d'atelier, par exemple, c'est des tests, les développeurs, hein, euh, finalement, quand ils voient qu'on peut les aider carrément dans la façon dont ils peuvent livrer leur code qui sera de qualité de facto, c'est-à-dire ils n'ont pas à faire de l'après-coup, à devoir réouvrir le code pour corriger des bugs. C'est par la suite, c'est eux carrément qui viennent chercher les QA pour dire, hey, check Et, ça avant de pousser mon code, j'aimerais ça que tu check avec moi. Fait que je pense, si, c'est juste une question de communication, hein, l'a dit tantôt. ouais. Si tout le monde se comprend, ça C'est une aide. communication, mais aussi de faire connaître notre réalité. Tout à Tu fait. l'as dit, hein? Plusieurs pensaient. Je vais commencer à en parler au passé parce que je vois vraiment un changement. Oui, oui, Pense oui, ou c'est vrai. pensaient que les QA ne faisaient que du test. Ceux qui ont vraiment inclus, accepté d'avoir et se sont intéressés au métier de QA, puis tu sais, certainement autant que moi, là, on en donne des formations à des différents métiers, corps de métier là, et de livraison. Et la formation d'introduction à l'assurance qualité qu'on donne, où on a des Scrum Masters, où on a des développeurs, j'ai jamais eu une formation où on m'a dit « Ah, c'est juste ça votre métier ». À chaque fois, c'est comme « Oh my God, c'est tout ça que ça fait ou ça peut faire ». Et c'est pas qu'on veut rajouter des tâches pour arriver encore plus essoufflé à la fin du sprint, c'est pas ça. C'est que si tout le monde prend le meilleur de chacun des métiers, travaille ensemble, là, on a une force d'attaque. Et ceux qui ont touché à ça, ils font ce que tu viens de dire. Les devs demandent, exigent d'avoir des QA avec eux qui vont pouvoir se challenger les deux ensemble. Avec un Scrum Master qui va comprendre c'est quoi la réalité. Fait que chacun va prendre sa part, mais ça ne peut pas être que les autres. Le QA, on revient tout le temps à ça. Le QA a sa part de responsabilité là-dedans. Il faut je pense qu'il développe beaucoup ses soft skills. En fait, c'est à peu près. C'est développer le ah oui, comment je vais leur faire comprendre mon métier? Je peux pas arriver et dire oui, mais ils comprennent rien. Peut-être qu'ils comprennent rien. Mais c'est à toi
tout de à les fait. amener à comprendre ce que c'est ta réalité. Exact. Et puis pour Saint-Michel, ça prend quand même une prise de recul aussi. Il faut prendre du Oui, recul, c'est ce qu'on dit. On prend du recul. OK, il y a ce fait. OK, comment moi, en tant que QA, je peux changer les choses ouais, déjà pour moi, OK? Pour que je sois épanouie dans mon travail. ouais. Qu'est-ce que je peux porter comme action? Et puis c'est pas parce que je pense, Michel, tu l'as dit tantôt, je pense il faut pas attendre d'être coach ou que juste les coachs qui le fassent. Moi, je pense que chaque QA a l'âme, peut avoir La l'âme de capacité, coach. oui, ils ont cette capacité-là. C'est ça. C'est ça, Puis, exactement. Donc, juste prendre du recul, puis dire, OK, comprendre le niveau de maturité de son équipe, puis dire, être conscient, accepter que son équipe a besoin d'aide pour atteindre le niveau qu'on veut, qu'elle atteigne d'un point oui. de vue qualité, puis de trouver le moyen de l'accompagner. En fait, dans cette maturation-là, dans ce Mhm, processus de mhm. maturation, je dirais. Puis je pense après, les QA qui le font, en tout cas, là, moi j'en ai vu des QA se transformer. Ben écoute, C'est ils ne savent plus magique. comment retourner dans le dans le fonctionnement passé. Puis à la fin de sprint, regarde, ils sont comme OK, là, on va faire la démo, c'est correct. OK, là, tu les vois. OK, il y a certains bugs. C'est OK, c'est accepté par le PO. Fait qu'ils sont comme confiants. Il y a une bonne couverture de tests unitaires. OK, il me reste certains tests. C'est correct. Je vais les planifier pour le prochain sprint et c'est pas grave. Ça enlève beaucoup de pression d'être dans une posture comme ça, Samia, parce que ça veut dire qu'ils vont avoir ouvert leur jeu, ils vont avoir communiqué parce que, tu sais, trop souvent, j'ai entendu des QA dire, ouais, mais nous autres, parce que c'est compliqué du côté QA, ça nous... Hey, on a des affaires à faire. OK, qu'est-ce que tu as à faire? Ouais, mais là, préparer mes données, c'est faire ci. Puis j'en ai vu des devs faire, ben, ce bout-là, on peut t'aider pour ce bout-là. Ah ouais, vous pouvez m'aider. Puis là, on vient d'enlever une grosse charge de travail. Fait que plus on ouvre notre jeu, plus on fait connaître notre réalité, plus on va s'aider l'un et l'autre. Et Tout à fait. effectivement, cette zénitude-là dont tu parles à la fin, je dis pas que c'est complètement zen, il y a tout le temps un peu de stress, mais C'est ça. quand c'est un stress, ça devient un stress positif parce que tout le monde Exact. est fier de ce qu'ils vont livrer. Exact. Exact. Donc, faire attention, c'est ça, à différents éléments. On a parlé de surqualité jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on était le bloqueur? Est-ce qu'il y a des activités qu'on peut partager avec nos Tout à collègues? fait. Oui. Tu as parlé aussi de prendre sa place, de faire connaître son métier, de communiquer, communiquer, communiquer. D'ailleurs, communiquer, c'est pas facile, ça. Ça, je pense que c'est l'élément peut-être le plus difficile. Écoute, donc, Euh, communication. Ça prend qu'est-ce que tu... c'est quoi les grands changements que tu donnerais en conseil côté communication? Les premiers pas franchement, tu sais, pour moi, pour prendre sa le point de place. départ, là, c'est le sens de l'observation, l'écoute active, là. Ne pas se permettre de juger ce que les autres pensent, OK? Ne pas juger, juste observer avec bienveillance, essayer de comprendre plutôt l'angle de vue que nous, on voit pas. Enfin, si on le prend pour acquis que toute personne a une bonne chose à dire, OK? Moi, je pense effectivement cette communication, elle devient vraiment très, très fluide. Donc, moi, c'est l'écoute active. Mais regarde, l'écoute active, Michel, ça paraît simple, hein, quand on le dit de même. Mais moi, écoute, j'en mange encore des blogs, des vidéos, des articles à tous les jours pour apprendre là-dessus. Parce que on revient finalement à l'être humain, à connaître l'être humain. Puis, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il faut juste en être conscient, puis s'ouvrir, puis écouter et Je trouve ça apprendre. intéressant que tu dises que ton écoute active, en tout cas, moi, je vois que Samia, la définition de son écoute active est beaucoup plus que l'ouïe. C'est une écoute avec les oreilles, avec les yeux, beaucoup, mais aussi avec la curiosité qui va tout autour Tout pour, à fait. quand je t'entends me dire telle chose, quand je lis telle chose, ah, une petite brèche de curiosité, je vais aller voir pour être un petit peu plus équipée, soit pour poser des questions ou pour mieux comprendre la réalité de l'autre. Tout à Donc, fait. l'écoute active, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se parle de ça, là, parce Oui, que oui, c'est un oui, tout à sujet fait, en parce que soi. c'est exact. C'est énorme, c'est énorme. Wow! Donc, si on prend tous ces éléments-là en considération, je pense qu'on pourrait quand même conclure que, tout comme un coureur de fond, là,
faut se préparer. Faut se préparer par rapport à l'ampleur des activités qui sont à faire, les vraies activités. Tu sais, si je suis un marathonien, peut-être que je ne vais pas aller tester la chaussée au centimètre près. Je vais faire confiance à ceux qui ont fait le parcours. Fait qu'il faut faire confiance à la même affaire. Il faut être dans un état d'ouverture et, tu l'as dit, de bienveillance. Oui. Parce que on est tous en transformation. L'agilité, bien qu'elle est là depuis longtemps, on est encore tous en transformation par rapport à ça. L'assurance qualité est vraiment dans un tournant. Communiquer entièrement, écouter activement ses collègues. C'est ça. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que si on ressent l'essoufflement à la fin d'un sprint, c'est qu'il faut prendre du recul. Tout à fait. Il faut se remettre en question sur nos façons de faire, oui, celles des autres, mais les nôtres aussi. Il faut focusser sur ce qui est important pour notre client et non pas notre propre confort. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu verrais qu'on a... Écoute, franchement, t'as bien résumé. Je trouve tu vois, on est parti du QA essoufflé à la fin de sprint, puis je pense on a adressé, je trouve, bien plus que ça, qui peuvent s'appliquer à d'autres rôles aussi. C'est l'aspect communication. Puis, Collaboration peut-être? Exactement. En fait, moi, ce que je pense, c'est peut-être, moi, je suis curieuse, Michel, de voir justement, tu sais, les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, Oui. là, si ont des observations, leur réalité à eux, est-ce qu'ils ont des inquiétudes, des sujets qu'ils aimeraient, par exemple, nous voir aborder pour eux ou avec eux? Vraiment, moi, je suis curieuse de voir justement le marché, là, aujourd'hui, les gens, les QA de ce monde, ont-ils une réalité similaire par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? D'autres réalités qu'ils voudraient nous partager? Et que, franchement, moi, je suis vraiment curieuse de voir Michel, que des fois aussi, moi aussi, je vais prendre du recul et voir qu'est-ce qui se passe Mais à l'extérieur. vous avez tous entendu l'invitation que Samia vous lance, à vous qui êtes nos auditeurs. Je pense que vous pourriez très bien nous communiquer vos réalités, vos questionnements, vos expériences peut-être même à travers le post LinkedIn où vous avez trouvé le podcast, donc celui-ci. Puis n'hésitez pas à nous en parler. Ça va nous faire plaisir. Ça va certainement alimenter certains de nos prochains podcasts également. Exact. Puis Alors, peut-être, Michel, on pourrait inviter ces gens à nous rejoindre dans la communauté, dans le lien que vous allez recevoir aussi. Justement, on est ouais. actifs, fait que vraiment, on voudrait vraiment vous écouter, vous avoir parmi nous pour élargir justement le spectre et aider tous les QA à trouver leur place. Puis si les podcasts comme ça pourraient être intéressants, mais pourquoi pas, justement, tu sais, avoir du feedback, commencer d'un feedback pour construire une vision, la C'est un vision du bon plan de futur. match. J'aime ça. Construisons la vision du futur. Ben, merci beaucoup, Samia, d'avoir partagé avec beaucoup de passion tes expériences, tes questionnements, tes observations aussi. Merci, puis j'espère qu'on se revoit dans un prochain podcast très bientôt. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Michel, à toi pour cette invitation. Et puis, je prends toujours du plaisir. Je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures et des heures sans se rendre compte. Mais merci beaucoup. Merci, puis à la prochaine. Bye, à la prochaine. Au plaisir.